Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Comment les jeunes filles et les jeunes femmes des milieux ruraux se construisent-elles? Quel est leur quotidien? Quelles sont leurs aspirations? Comment se définissent-elles par rapport aux femmes des milieux urbains? Cette thématique, elle a été relativement peu investie par les sciences sociales françaises. Pourtant, l'étude des modes de vie de ces adolescentes et de ces femmes révèle de sévères inégalités. Ces femmes, elles ont moins d'opportunités professionnelles et sociales que celles qui vivent en ville, et elles occupent beaucoup moins l'espace public que les hommes de leur propre milieu. Bonjour, Yael Amsalem Mingui. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau du Média. Alors, vous êtes sociologue, vous êtes chargée d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po « Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural ». Vous avez pendant 3 ans côtoyé 200 jeunes filles et jeunes femmes dans les Deux-Sèvres, dans les Ardennes, dans la presqu'île de Crozon et dans le massif de la Chartreuse. Ces femmes, elles ont entre 14 et 28 ans et c'est celles qui n'ont jamais quitté leur milieu, soit par choix, soit par contrainte. Les femmes interrogées, elles vivent dans des bourgs de moins de 8000 habitants et elles sont le plus souvent issues de classes populaires. Alors, ce titre, Les filles du coin, c'est une référence directe à Les gars du coin, qui est un autre ouvrage de sociologie paru en 2005 et écrit par Nicolas Renaï. Pourquoi avoir choisi de faire ce clin d'œil ? Alors, l'idée de cette enquête, c'était de compléter à la fois la connaissance sur la jeunesse en général, sur la jeunesse vivant en milieu rural en particulier, et en lisant les travaux de Nicolas Renaï, et puis plus récemment ceux de Benoît Coquart, force était de constater qu'il manquait en tout cas encore de la connaissance sur une frange de la population juvénile, à savoir les jeunes femmes. Et donc, quelque part, l'ouvrage qui a vraiment relancé les enquêtes sur la ruralité et sur les conditions de vie des jeunes, ça a été l'ouvrage de Nicolas Renaï. Et donc, l'idée, c'était de s'inscrire, alors pas exactement avec les mêmes dispositifs de recherche, ni les mêmes objectifs, mais de faire un clin d'œil appuyé au fait que cet ouvrage s'appelait « Les gars du coin », et donc il avait aussi le droit d'avoir son pendant qui s'appelait « Les filles du coin ». Parce qu'au final, par abus de langage, souvent quand on parle des jeunes, on parle des jeunes garçons, même si on ne s'en rend pas forcément compte, parce que ce sont eux qui occupent le plus l'espace public et ce sont ceux qui sont les plus visibles au final. Comment est-ce qu'elles le vivent, ça, les jeunes filles et les femmes que vous avez pu interroger ? Alors, c'est pas forcément uniquement par le langage que quand on parle des jeunes, on parle des garçons. C'est tout le temps, en fait. Quand on parle des jeunes, on parle des jeunes qu'on voit. Et les jeunes qu'on voit le plus souvent, dans l'espace public, dans la vie, dans la société, ce sont les jeunes garçons. Et donc, c'est comme ça qu'on se rend compte quand on va interroger les filles, notamment, quand on leur demande d'écrire, par exemple, la composition de leur groupe de copains, de copines. Elles disent souvent « Non, moi, je suis dans un groupe où il y a vachement de garçons ». Et puis quand je leur demande de nommer les personnes qui sont dans leur groupe, en vrai, il y a plus de filles que de garçons. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, cette place des garçons dans les groupes? Et pourquoi il y a besoin de dire qu'il y a des garçons dans les groupes? Alors, d'une part, parce qu'il y a quand même le récit collectif que les filles, entre elles, ça chercherait les histoires, contrairement aux garçons entre eux qui ne chercheraient pas d'histoire. Et puis, il y a aussi le fait d'appuyer sur le fait qu'on va se situer par rapport aux jeunes qu'on voit, aux jeunes qui sont connus. Les jeunes qu'on voit, ça va être ceux qui sont dans les activités sportives, ça va être ceux qui sont dans les clubs, ça va être ceux qui sont dehors. Et ceux qui sont dehors, dans ces clubs, ça va être essentiellement les garçons. Ça va être aussi ceux qui vont poser problème, on va se situer par rapport à eux. Et ceux qui vont poser problème essentiellement, ça va être une fois de plus ceux qui sont dans l'espace public et donc majoritairement les garçons, y compris sur les territoires ruraux, y compris dans des toutes petites communes. Donc l'exemple criant un peu, l'exemple ultime de cette occupation de l'espace public, c'est le foot, parce que c'est un lieu de socialisation, un espace-temps de socialisation vraiment ultime. Les femmes, bien sûr, et les filles, elles peuvent y aller, mais c'est surtout en tant que supportrices, à de rares exceptions près. Est-ce que ça, elles s'en rendent compte et si oui, comment est-ce qu'elles le vivent ? Alors en fait, la question, moi j'ai trouvé que quand on a parlé des loisirs avec les filles, quand on a abordé les pratiques sportives et tout ça, parce qu'en se baladant, elles disaient « Ah bah tiens, là il y a le stade, c'est là où on va souvent, ah bon, tu vas faire quoi au stade ?» Je vais regarder les matchs, à l'époque où il y avait des matchs avec public. Ok, très bien, tu vas regarder les matchs, mais et toi tu joues et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que d'abord, pendant l'enfance, elles sont plutôt à jouer aussi au sport collectif, y compris au foot, parce que surtout, ces clubs sont ouverts en public mixte. Donc, elles jouent avec leurs copains, avec leurs copines. C'est un peu comme si les enfants, à ce moment-là, n'avaient pas de sexe et ils pouvaient jouer ensemble. Arrive l'adolescence et d'un seul coup, arrive la question du genre et de la sexualité, arrive la question des groupes sexués, des pratiques sportives, elles deviennent sexuées. Et donc, les filles sont entraînées entre filles, les garçons sont entraînés entre garçons. Et tout de suite, on observe de fortes disparités dans l'offre d'activités sportives, mais aussi dans
le nombre d'entraîneurs qui sont prêts ou pas à entraîner les filles et sur quelle discipline. Et donc, elles vont, au fil du temps, arrêter les pratiques sportives parce que, non pas parce qu'elles veulent plus faire du sport, mais d'abord parce qu'il n'y a plus le sport qu'elles aiment bien. Et donc, elles vont continuer éventuellement à fréquenter le sport par le côté spectatrice, comme on peut dire, mais c'est aussi parce que c'est, alors notamment le foot dans les villages et entre les villages, c'est aussi un gros lieu de sociabilité juvénile et puis plus largement de sociabilité locale, où à la fin des matchs de foot, on va retrouver toutes les personnes bénéficiant d'une forte notoriété, et puis les notables du coin, c'est aussi là où ça va s'échanger. Donc accéder à cet espace social qui est d'abord masculin, c'est aussi trouver sa place dans un écosystème dans lequel, a priori, au fil de l'adolescence et au moment où elles entrent dans l'âge adulte, elles ont moins de place. Vous en parliez un peu tout à l'heure, les filles du coin, elles peuvent véhiculer parfois elles-mêmes certains clichés. Les conneries, les bêtises, c'est un truc de mec, donc un peu forcément le foot, et elles se tiennent bien. Je mets des gros guillemets. Au final, est-ce que cette construction sociale-là, c'est peut-être quelque chose qui les encourage plutôt à rester en intérieur et à pas vraiment se montrer ? Alors non, je pense que pourquoi elles investissent l'intérieur, les filles, et ça c'est quelque chose qu'on va voir et qui n'est pas spécifique ni aux filles que j'ai pu rencontrer, ni aux filles en milieu rural, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, en fait, les filles vont commencer à être moins présentes dans l'espace public pour plein de raisons, qui sont liées notamment au genre et à la classe sociale, mais quand même très fortement au genre, qui vont s'expliquer notamment parce qu'elles vont investir et continuer d'investir l'école, tandis que les garçons, ils vont investir davantage d'autres pratiques, et puis les adultes vont aussi polariser leurs appréhensions sur les garçons au travers l'activité sportive. Les garçons, il faut les occuper parce qu'ils ont besoin de s'activer, sinon ils font des bêtises. Les filles, comme elles ne font pas trop de bêtises et qu'elles sont dans les intérieurs, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et puis quand elles sont dans les intérieurs, alors contrairement, et c'est ça qui est intéressant dans cette enquête, c'est d'aller creuser qu'est-ce qu'elles font à l'intérieur quand elles disent qu'elles font rien. Ouais, je suis posée chez moi, je fais rien. Et justement, l'idée, c'était de voir comment cette dépréciation de « je fais rien quand je suis chez moi », en vrai, tu fais plein de choses quand tu es chez toi. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu es chez toi, quand tu es une fille, et qu'est-ce que tu vas faire avec tes copines, et comment, en fait, tu vas te retrouver en personne pilier dans ta famille, comment tu vas te retrouver à pouvoir accueillir tes propres copines chez toi, et comment tu vas aller chez tes copines, chez quelles copines tu vas. Et puis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes entre copines, et comment arrivent finalement les médias sociaux là-dedans. Du coup, on en vient aussi à cette dévalorisation de l'entre-soi féminin qui peut exister. Comme vous disiez tout à l'heure, les filles, ça pose des problèmes, les garçons, c'est moins prise de tête. Enfin voilà, donc moi, je traîne trop avec des garçons. Mais en même temps, il ne faut pas trop se montrer avec eux non plus, parce que sinon, on a une sale réputation. Comment est-ce qu'elles s'en sortent, au final, pour garder une bonne réputation et en même temps, pas passer pour des filles qui causent des problèmes ? En fait, ce qu'on observe bien dans les propos et sur les cas de territoire, c'est assez commun, c'est la description de groupes avec lesquels on peut traîner, avec lesquels on peut être, et puis les groupes, les bandes avec lesquelles il ne faut pas être. Et donc, petit à petit, elles vont décrire comme ça l'espace amical, l'espace social, des lieux où on peut aller quand on est une fille, quand elles peuvent aller à tel endroit. Puis les lieux qui sont mal famés, pas bien fréquentés, c'est par qui ? Alors, elles vont décrire les jeunes qui boivent, les jeunes qui fument, y compris quand elles boivent et elles fument, mais elles ne fument pas et elles ne boivent pas de la même manière que les jeunes qu'elles vont pointer du doigt, que les garçons notamment qu'elles vont pointer du doigt, mais aussi les filles. Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des enjeux en termes de réputation, effectivement, et on va pouvoir voir dans cette enquête combien, en fait, la réputation des filles va être imbriquée sur la réputation aussi de leur famille. Et combien il y a de la porosité où elles se retrouvent finalement en responsabilité à la fois de leur propre réputation, qu'est-ce qui va être dit sur elles, et quelles conséquences ça peut avoir après sur ce qu'on va dire de sa famille, ce qu'on va reprocher à ses parents de ne pas avoir su bien tenir sa fille, ce qu'on va pouvoir reprocher éventuellement aux grands-parents de ne pas avoir su bien éduquer leurs enfants qui n'ont pas eu bien éduquer les petits-enfants, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qu'on va moins voir, ou en tout cas moins entendre dans les propos des garçons, ou en tout cas qu'elles pointent comme moins fort chez leurs alter-ego masculins, qu'elles, en tant que filles, où elles vont vraiment pointer ça clairement dans les entretiens, quoi. Et derrière la question de la réputation se pose la question de la sexualité. Oui, et du coup, de la disponibilité sexuelle de ces filles-là et avec qui elles sortent. Et donc, il va y avoir des enjeux de réputation des familles, avec les familles avec qui, et donc les bons
garçons avec qui on va pouvoir être, les garçons avec qui on a appris à être. Les mères participent beaucoup à la construction des sociabilités juvéniles, à la constitution des bandes de potes dès la petite enfance, parce qu'il y a les familles qui s'invitent aux fêtes, aux anniversaires, aux baptêmes, aux mariages, ainsi de suite. Et donc, les enfants peuvent jouer ensemble depuis toujours. Et en fait, ils ne se sont jamais posé la question de l'amitié. Et puis arrive l'adolescence, se pose la question de la sexualité. Et donc, c'est là où on va voir aussi que se construisent les réputations entre les familles avec les gens avec qui il ne faut pas traîner. Et donc, c'est comme ça qu'il y a une fille qui raconte notamment le fait de ne pas avoir pu fréquenter telle autre famille parce que tu te rends compte, les grands-parents avaient fait un coup de poisse à mes grands-parents. Et donc là, on voit bien comment aussi elles se retrouvent à devoir gérer les réputations et les histoires ancrées sur le territoire de générations antérieures qui ne les regardent plus. Elles ne savent même pas ce qui s'est passé. Mais elles savent que par contre, cette famille-là, elle n'est pas fréquentable. Et justement, en termes de réputation, l'impression que j'ai eue parfois en entendant certains discours, typiquement, certaines jeunes femmes disent, je cite, parlent de celles qui font un peu pute. C'était quand même un peu du slut-shaming. Selon elles, les filles qui font donc un peu pute, celles qui se maquilleraient trop, qui dépenseraient trop d'argent pour les vêtements. Est-ce que ça, c'est pas en quelque sorte une misogynie intériorisée, au final ? Non, je ne l'interpréterai pas comme ça, ne serait-ce que parce qu'en fait, quand on va leur demander c'est quoi le trop, la définition du trop est très compliquée. C'est exactement comme il y en a qui boivent, il y en a qui fument, tu te rends compte, ils ne sont pas fréquentables. Et quand je leur dis, mais du coup, tu as fait quoi le week-end dernier, un peu plus tard dans l'entretien, et qu'elles me disent, oh là là, j'étais avec des copains, on a bu, machin, tout ça, c'était cool. Donc elles ont bu, elles aussi. Mais c'est sur les manières d'être. Et en fait, ce qui va être reproché, ça va être moins uniquement le maquillage et l'apparence et le jeu de l'apparence, que de ce que ça va laisser supposer de la sexualité et d'une sexualité débridée qui lui, du coup, serait reprochée à cette fille-là. Et donc, il y a ces filles-là qui n'ont pas forcément d'activité sexuelle aussi forte que ce que ne voudrait la rumeur locale, la réputation locale sur laquelle, voilà, mais qui permettent surtout aux autres filles de se situer, et de se situer comme étant différentes de celles qu'elles vont pointer du doigt. Et donc, c'est là où on voit tout le jeu de normes et de construction des représentations collectives qui vont permettre aussi de construire des processus de classement et de déclassement entre les jeunes d'un même village ou d'un même groupe ou d'un groupe adverse, voilà, et qui vont permettre de revaloriser, moi au moins, je sais me maquiller, contrairement à elle qui ne sait pas se maquiller. Mais en fait, elles vont se maquiller toutes les deux, éventuellement avec les mêmes produits, mais à l'autre, on va reprocher l'utilisation de ce type de produit, y compris parce qu'on va soupçonner qu'elle a une sexualité qui ne serait pas conforme à l'ordre de genre établi, à savoir une sexualité plutôt maîtrisée, peu nombreuse, basée sur l'affect, parce qu'elles sont des filles. Justement, l'autre thématique qu'on retrouve beaucoup dans votre livre, c'est la grande importance accordée au modèle marital hétérosexuel. Pour beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles que vous avez rencontrées, c'est quelque chose qui est primordial. Est-ce que le fait de se mettre en couple jeune et d'accorder vraiment beaucoup d'importance à ça, ça peut les freiner professionnellement parlant et socialement parlant aussi ? Alors, il y a deux questions dans la question et je ne saurais pas par laquelle commencer. Ce que je dirais, c'est que d'une part, les filles que j'ai pu rencontrer aspirent toutes à une forte indépendance économique. Et je pense que c'est par là qu'il faut y aller, c'est-à-dire que le travail, c'est la clé de la sortie de la famille, c'est la clé de l'installation, c'est la clé de pouvoir avoir un chez-soi. N'empêche qu'elles habitent sur des territoires où il n'y a pas beaucoup de travail. Le travail disponible est souvent moins bien qualifié que leur formation. Et donc, du coup, elles vont devoir faire quelque part des concessions entre ce qu'elles ont comme capitaux scolaires ou de formation et puis ce qui va être disponible. Donc voilà. Et puis il y a l'aspiration à la conjugalité qu'on va retrouver chez tous les jeunes. Les jeunes, ils vont se dire célibataires ou en couple à partir de 14-15 ans, dans les années lycée. Voilà, on sait bien, voilà, ils sont en couple, ils sont installés en couple. Ils parlent de, regarde, là, c'est la femme de machin qui est en train de passer. Lui, c'est le mari. Enfin voilà. Et c'est des choses, voilà, elles vont utiliser le vocabulaire conjugal, matrimonial, qui va constituer aussi la possibilité d'être posée, d'être casée un peu après le début de l'adolescence où il y a eu les premiers flirts. Paraître ou être en couple avec un couple qui bénéficie d'une forte popularité au sein des groupes de jeunes et parfois aussi des groupes d'adultes, c'est très valorisant socialement. Ça apporte aussi des capitaux en termes de réseau, de sociabilité, d'être invité, parce qu'on s'est posé. Et on n'est pas une adolescente qui serait un peu qui serait qualifiée de volage, comme j'ai pu entendre dans les entretiens. D'accord. Vous avez au final rencontré peu de jeunes lesbiennes, 3 si je ne m'abuse. Vous dites que l'hétérosexualité n'est pas remise en question et en même temps, vous affirmez aussi que c'est des milieux qui ne sont pas plus conservateurs que les autres. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette contradiction-là qu'il pourrait y avoir Je
pense que ça serait trop rapide de penser que territorialement, ça suffirait pour penser que sur certains territoires, on serait plus conservateur que d'autres. Je pense aussi, et ce que les enquêtes montrent clairement, et pas que la mienne, il y a beaucoup d'enquêtes là, successives qui montrent bien que les jeunes bougent beaucoup plus en termes d'acceptabilité de l'orientation sexuelle différente de leurs potes et de leurs proches que ne le font leurs parents, et notamment leur père, par exemple. Et donc on voit bien qu'il y a une acceptabilité plus forte d'orientation sexuelle minoritaire, d'identité de genre minoritaire, contrairement aux générations plus âgées. Donc on voit bien que ça bouge à ce niveau-là. Pour autant, ne serait-ce que parce qu'aussi j'ai rencontré des jeunes qui sont plutôt jeunes. Donc pour certaines, elles sont dans l'adolescence, pour d'autres, elles sont au moment de l'entrée dans l'âge adulte. Une partie d'entre elles est rentrée par l'hétérosexualité. Dans la sexualité et dans les relations dans les relations affectives ou sexuelles. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles n'ont pas des pratiques avec d'autres filles, mais elles ne se définissent pas comme lesbiennes. C'est-à-dire que la définition de soi par l'orientation sexuelle, elle va éventuellement arriver un peu après, avec éventuellement, alors là, dans les 3 filles que j'ai pu rencontrer, il y en a certaines qui vont se définir plus militantes, entre guillemets, que d'autres, sur la question LGBT, sur les droits, sur le fait d'exister dans l'espace social. Même avec une minorité, même en faisant partie d'une minorité sexuelle. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment elles bousculent ou comment elles font bouger leur groupe de pairs et comment elles vont aussi reconstituer leur groupe de pairs au fil de leur adolescence et puis de l'entrée dans l'âge adulte. Et donc, ce qu'on voit notamment dans les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains, c'est les outils Internet et notamment les médias sociaux qui leur permettent d'ouvrir un espace des possibles qui n'est pas possible juste dans l'espace local. C'est-à-dire qu'en ville, on a des bars, on a des quartiers, on voit les espaces, on voit les gens en couple, d'âges très différents, avec des couples composés de manière très différente. Dans l'espace rural, la visibilité de ces couples-là est beaucoup plus difficile, beaucoup moins accessible à tout un chacun. Il y a beaucoup moins de bars, l'offre de bars est quand même en baisse clairement déjà avant la période de crise sanitaire, donc on va voir après comment ça se passe. Et donc les bars qui seraient LGBT-friendly ont aussi moins pignon sur rue. Et donc elles vont utiliser les médias sociaux aussi pour créer des communautés d'appartenance, créer et découvrir aussi un univers social qui n'est a priori pas celui dans lequel elles vont baigner. Donc voilà, donc après, il y a 3 filles qui se disent lesbiennes, il y a plus de filles qui ont eu des aventures avec d'autres filles, mais qui pour autant se définissent pas comme lesbiennes dans cette enquête, et qui laissent voir aussi comment elles n'ont pas fait l'objet de lesbophobie particulièrement forte, en tout cas au moment où je les rencontre et dans la période qu'elles ont vécue avant. Ce qui ne veut pas dire que tout a été simple, mais pour autant, elles ne vont pas décrire un contexte hyper lesbophobe qui serait spécifique au rural ou aux classes populaires. Donc il y a une autre partie du bouquin qui est aussi centrée sur l'adolescence, notamment sur la vie en collège et lycée. Vous avez beaucoup parlé à des ados en collège et en lycée. Ce qu'elle rapporte, c'est que les interconnaissances, elles sont très fortes dans ces milieux-là. C'est des gens avec qui on est scotché pendant des années. Donc en fait, quand on a une réputation, c'est pour des années et des années et des années. On sait que l'adolescence, pour beaucoup de gens, c'est pas une période facile. Est-ce que ce serait presque encore plus difficile dans ces milieux-là où on ne peut pas se défaire de sa réputation? Je ne sais pas si c'est plus difficile. Il y a les forces et la faiblesse, on va dire les avantages et les inconvénients de grandir ensemble. Grandir ensemble, ça protège, on se connaît. Après, grandir ensemble, ça rend aussi impossible de changer de place dans le groupe. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, il y a quand même de l'école maternelle à l'école primaire, au collège, les mêmes groupes d'amis qui vont se retrouver. Alors même si le collège, ça ouvre sur plusieurs villages, on va voir malgré tout qu'ils vont retrouver. Elles vont retrouver les mêmes potes, elles vont rester avec les mêmes potes. Et que finalement, ça va être la fin du collège avec les premières formes d'orientation scolaire. Et puis surtout le lycée qui va éclater la bande de potes. Et du coup, tout au fil de l'école primaire, mais même de la maternelle, jusqu'à la fin du collège, vont perdurer les réputations des familles, les familles qui prennent soin ou pas de leurs enfants, mais aussi les familles qui peuvent inviter. Les filles qui peuvent inviter leurs copines depuis l'école maternelle sont aussi les filles qui sont invitées. Les filles qui n'invitent pas depuis l'école maternelle sont les filles qui ne sont plus invitées et qui ne seront pas invitées jusqu'à la fin du collège, en fait. Parce que, elles, quand j'étais en primaire, elles ne m'invitaient pas. Parce qu'en fait, elles ne pouvaient pas. Souvent, quand on n'invite pas, c'est qu'on ne peut pas inviter. On ne peut pas inviter économiquement ou juste spatialement parce qu'il n'y a pas l'espace à la maison ou parce que les parents
sont dans des situations très compliquées qui font qu'on ne peut pas inviter ou on n'a pas le droit d'inviter chez soi. Mais malgré tout, ce qu'on voit bien, c'est que les premières formes d'invitation et donc de construction de sociabilité juvénile, elles ont un impact dès la petite enfance, en fait. Et elles vont se retrouver tout au fil de l'adolescence. Et donc, changer de statut ou changer de place dans le groupe, c'est extrêmement coûteux. Mais pour autant, je ne suis pas convaincue que ça soit spécifique à ces filles-là. Par contre, c'est clair que c'est renforcé. C'est renforcé par la force de l'interconnaissance dans les mondes ruraux, et notamment entre les villages et dans les villages. Et donc, quand on sait que telle fille n'est pas fréquentable ou telle famille ne faudrait pas la fréquenter, c'est quelque chose qui va se savoir et puis qui va se dire de classe en classe et qui ne s'oubliera pas. Donc voilà. Après, ce qu'on voit malgré tout sur les conséquences en termes de réputation et tout ça au gré de l'adolescence, c'est que les jeunes aujourd'hui, avec leur téléphone portable, de toute façon, sont dans des espaces sociaux qui sont continus entre l'école, la sortie d'école, la maison, et puis sur le réel et sur ce qui se passe en ligne, et donc sur la porosité de l'ensemble des espaces qui vont aussi faire durer les choses et faire connaître à ceux qui ne sont pas dans le bahut ce qui s'est passé dans le bahut et inversement. Vous décrivez aussi une forme de contrôle social quasiment qui est exercé par les filles sur les autres filles. On sait quel garçon est allé chez quelle fille, combien de temps il est resté. Il y a l'exemple assez marrant de la moto garée devant la maison. Donc on va regarder combien de temps la moto elle est restée garée. Et si elle est restée longtemps, c'est que le mec il est resté longtemps chez la fille. Et donc tout de suite, ça jase un peu. Dans ce contexte, est-ce qu'il est un peu, on va dire, plutôt difficile de commencer sa vie sexuelle et sentimentale de manière, on va dire, un peu légère, quoi? Alors, c'est pas difficile de commencer sa vie sexuelle et sentimentale parce que c'est un attendu de l'adolescence. Par contre, c'est maintenir une relation éventuellement un peu secrète ou pas faire connaître à tout le monde avec qui on sort au début parce qu'on ne sait pas trop si ça va marcher. Et en même temps, avec la nécessité d'exposer le fait qu'on est en couple et ça y est, on sort avec machin et tout ça. Donc, dans toutes les contradictions qu'il peut y avoir à l'adolescence. Et effectivement, un des gros éléments qui sort bien de cette enquête, c'est comment on va regarder ce qui se passe chez l'autre. Alors, sans être derrière des rideaux, à zioter comme ça, mais pour autant à pouvoir avoir un regard sur ce qui se passe chez l'autre, par les allers-retours des voitures, par les allers-retours des motos, par le temps que chacun va passer, par le fait que, tiens, c'est le copain du frère qui passe finalement beaucoup de temps avec la petite sœur qui a 15-16 ans, et ainsi de suite. Donc tout le monde va pouvoir parler. En fait, on n'est pas plus contrôlé, c'est juste que les formes de contrôle ne sont pas les mêmes, mais il y a de l'autocontrôle aussi, et sur comment réussir à avoir une relation, la relation qui dure, avec un garçon qui est un peu populaire au sens connu, réputé, et puis toutes les conséquences, si on veut casser avec lui alors qu'il est réputé et connu dans le groupe, ça se fait pas, il est plus âgé, ça se fait pas, ça permet... Enfin voilà, c'est... La réputation des deux partenaires va influer sur l'autre. Donc voilà, et donc ça va être pareil si on sort avec un garçon qui est de mauvaise fréquentation. Et du coup, ça va se savoir au risque de voir sa réputation devenir une mauvaise réputation. Donc voilà, et pour autant, c'est assez rigolo parce qu'il y a des choses qui sont ancrées dans les discours, mais moins ancrées dans les pratiques. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré quand même pas mal de filles qui ont eu plusieurs expériences, plusieurs partenaires, y compris pendant l'adolescence et tout ça, sur lesquels ne pèse pas sur elles des réputations. Quand j'interroge plein de filles du même village, au bout d'un moment, on croise les mêmes histoires et sur elles ne pèse pas la réputation d'être, entre guillemets, une pute ou une fille avec qui il ne faudrait pas traîner. Parce qu'elle sait gérer ses couples et qu'elle sait gérer aussi l'image qu'elle a et la position qu'elle a en termes de notabilité ou de notoriété, y compris dans sa famille et comment ça peut transparaître dans sa relation. Donc oui, il y a un contrôle social sur la sexualité des filles, clairement. Mais ce contrôle social, il s'exerce aussi dans le devoir être en couple et le devoir se poser aussi. Donc après, c'est des relations plus courtes qui sont tolérées quand elles sont dans un espace où il s'agit de chercher un partenaire. Ce contrôle social, il peut aussi s'exercer dans les bars et dans les cafés. Il y a beaucoup de filles à qui vous avez parlé qui disent qu'elles peuvent pas vraiment s'y rendre quand il y a tous les piliers de comptoir qui sont là, parce que c'est pas fait pour elles, parce qu'elles savent que si elles y vont, leurs faits et gestes vont être observés, qu'ensuite ce sera potentiellement rapporté à leurs parents. Est-ce que c'est une sorte de ségrégation genrée au final, cet interdit de fait et pas de droit d'entrer dans un bar quand on est une fille? Alors, elles ne sont pas interdites de rentrer, clairement. Oui, de fait, ouais. Mais je veux dire... Non, clairement, elles ne sont pas interdites. Après, les bars, ce n'est pas un lieu de sociabilité juvénile féminine. Clairement, et c'est d'ailleurs ce qu'ont très bien compris les boulangeries. Les boulangeries, dans pas mal d'endroits, et pas que dans les villages, installent des tables et des chaises de manière à pouvoir se poser et boire un coup. Et c'est là où les filles s'installent. Elles boivent un coup entre filles. Pourquoi elles boivent un coup entre filles? C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'alcool, donc on ne va pas les soupçonner de boire de l'alcool. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas trop de vieux.
et que les vieux, ça les fatigue, elles comprennent pas trop, voilà. Elles vont se faire reluquer et c'est pas très agréable. Et donc elles ont pas envie, mais elles ont pas envie non plus que leur conversation soit épiée, écoutée. Et donc elles vont pas trouver en fait leur espace. Et les bars sont pas des espaces où elles vont se sentir à l'aise pour pouvoir vivre leur vie en tant que filles. Elles ont entre 14 et 25 ans pour la grande majorité de celles que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi le fait qu'elles sont à un patrimoine économique, elles disposent de peu d'argent et que la consommation dans les bars, ça veut dire aussi avoir de l'argent à dépenser pour aller boire un coup, qui vaut toujours plus cher que de s'acheter une canette et d'aller boire sur les marches de l'église ou sur le supermarché, à l'arrière du supermarché, ou encore dans l'ancienne gare, par exemple. Donc voilà, il y a tout ce jeu de construire un monde juvénile, se construire un monde avec sa bande de potes, visible et pas visible auprès des adultes, et puis, en tant que fille, les lieux dans lesquels on ne se sent pas ou on se sent moins d'aller. Alors, si elles ne se sentent pas pour autant à l'aise d'aller dans les bars, parce que aussi, ce n'est pas la place des filles. Moi, j'ai rencontré des filles qui ont essayé de monter un bar, une fille qui essaye de monter un bar, à qui on va reprocher aussi cette volonté d'essayer de monter un bar alors que c'est un boulot de mec, alors qu'elle ne va pas savoir tenir les hommes parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il va y avoir des bagarres, c'est un lieu à histoire dans lequel il n'y a pas la place pour les filles. Pour autant, elle va le faire. Et ça marchera, parce qu'en fait, elle saura aussi, comme n'importe qui, gérer en cas de besoin. Voilà. Et elles vont quand même s'autoriser à aller en boîte de nuit, par contre, qui sont des lieux de sociabilité juvénile. Après, ce qui est intéressant de voir dans cette enquête, c'est la baisse du nombre de boîtes de nuit ouvertes aux jeunes, sur des créneaux aussi d'horaires plus acceptables ou plus possibles pour les jeunes, par rapport aux générations de leurs parents ou de leurs grands-parents. Il y a un autre lieu de socialisation très important dont vous parlez, c'est l'internat. Du fait de la distance entre leur domicile et leur établissement, beaucoup de ces jeunes filles, elles sont en internat, collège et lycée. Il y a une phrase que j'ai notée, vous dites que l'internat est une école de l'hétérosexualité. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette notion ? Alors ouais, en fait, l'internat, moi je trouve que c'est intéressant comme expérience de la vie parce qu'on a tendance à penser que les filles rurales, elles bougent pas, elles bougent peu, elles bougeraient moins, elles seraient... on les pense toujours... les jeunes ruraux, on les pense en termes de manque, mais alors les filles rurales, c'est pas en termes de manque, c'est en termes de double manque, triple manque en permanence. Il faudrait qu'elles fassent plus, il faudrait que toujours elles se bougent plus que ce qu'on attend d'elles. Alors que par rapport aux urbaines, en fait, elles expérimentent la décohabitation du foyer parental assez tôt, en fait, à partir de 14-15 ans. Elles partent, pour une grande partie d'entre elles, en internat. Et dans ces internats, elles vont y découvrir la double contrainte, d'être contraintes un peu plus par des horaires stricts, il faut être retourné, revenu, tout ça, et en même temps par plus d'autonomie, c'est-à-dire moins de regard parental sur les fréquentations, sur ce qu'on fait dans l'espace-temps, et puis sur pas besoin de rentrer en courant, de choper le car scolaire et tout ça, parce que on est déjà sur site, et donc on peut y faire ce qu'on veut. Malgré tout, il y a quand même des adultes, des profs et tout ça. Et alors pourquoi c'est une école de l'hétérosexualité, l'internat ? C'est-à-dire que c'est comme énormément d'espaces sociaux à l'adolescence qui sont sexués, ségrégés sexuellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir le couloir ou le bâtiment des filles, le couloir et le bâtiment des garçons, et tout va être polarisé en fonction de ces couloirs, en fonction de l'ordre social établi et l'ordre de genre qui va cimenter l'organisation d'une très grande partie des internats dans lesquels vont être les filles que j'ai pu rencontrer. Et donc c'est tout ça qui va construire et polariser aussi les rapports de genre et qui va polariser les crispations des adultes à l'égard des garçons qui voudraient aller dans les couloirs des filles, qui voudraient aller dans les chambres des filles, les filles à se protéger des garçons et les filles à apprendre leur rôle genré, de devoir faire attendre les garçons, de devoir de devoir composer avec la sexualité effrénée construite socialement des garçons, tandis que les filles seraient là pour contenir les aspirations et les besoins sexuels des garçons qu'ils auraient à l'adolescence, quoi. Alors, tout ça avec plein de guillemets, parce que c'est beaucoup de construits sociaux et pas du tout des preuves biologiques. Quand tout ça est fini, quand l'école est finie, il faut chercher un boulot. Beaucoup d'entre elles s'orientent vers le service à la personne, certaines aussi vers la sécurité, mais là encore, c'est dans une optique de protection, parce qu'elles disent beaucoup, et j'ai noté, vouloir servir, être utile, s'occuper des autres. On est un peu presque dans la théorie du care, que cette capacité à s'occuper de quelqu'un, ce serait inné chez une femme. Est-ce que c'est quelque chose en lequel elles croient ça ? Peut-être sans l'exprimer comme ça, mais est-ce qu'elles pensent que c'est vraiment quelque chose qu'elles peuvent faire parce que c'est inné chez elles, de s'occuper, de protéger les autres ? Clairement, oui. Je pense que comme toutes les filles et toutes les femmes, il y a une grande partie d'entre elles qui déclarent moi, j'aime les enfants et j'ai toujours aimé les enfants. Mais en fait, biologiquement parlant, les filles comme les garçons n'aiment pas plus les enfants. C'est juste la socialisation à prendre soin des petits frères, des petites sœurs, prendre soin des petits cousins, petites cousines, prendre soin des petits, des copains, des copines, des parents qui passent à la maison.
qui vont faire qu'elles vont avoir plus d'appétence avec les petits-enfants. Pareil avec les personnes âgées, il y en a plusieurs, il y en a pas mal qui travaillent auprès de personnes âgées, parce que c'est des emplois disponibles aussi, mais aussi parce qu'elles ont appris à s'occuper de leurs grands-parents ou des vieux du village, à qui il faut faire les courses, à qui il faut donner un coup de main, à qui. Et en fait, elles aiment bien les petits vieux. Elles les appellent, mes petits vieux. Oh là là, tu verrais, là, il faudrait que je te le présente. Ah, mon petit vieux, il est très sympa, machin, tout ça. Mais c'est de l'apprentissage, c'est des compétences professionnelles qu'elles apprennent et qui après sont reconstruites comme étant, comme si c'était effectivement inné et pas acquis. Et ça, c'est quelque chose qu'elles vont partager avec leur mère, qu'elles vont partager avec leur grand-mère. Enfin voilà, on voit aussi comment c'est incrusté dans les générations et comme tout le monde en fait a appris à prendre soin d'eux. Et par contre, du côté de la sécurité, ce qu'on va voir, c'est aussi des métiers qui sont stables et qui embauchent. Notamment, alors il y en a pas mal qui aspirent à l'armée, parce que c'est aussi un poste fixe en fonctionnaire et que ça rassure dans des situations socio-économiques, parce que faut le redire, mais une très grande partie des filles que j'ai pu rencontrer sont issues des classes populaires ou de la petite classe moyenne. Et donc, avoir l'assurance d'avoir un salaire tous les mois, c'est important. Et je les ai rencontrées avant la crise sanitaire. Justement, dans ces milieux, l'un des leviers les plus efficaces pour trouver du boulot, c'est quand même le réseau. Et donc, le fait d'être entré dans un boulot grâce à son réseau, ça rend plus difficile de dénoncer les violences au travail, si violence au travail il y a. Alors, vous avez commencé en plein MeToo, cette enquête. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a un peu changé les choses par rapport à ça? Le courage de dénoncer les violences qu'on peut subir au travail quand on est une femme? Effectivement, enfin, ce qui est clair dans leurs propos quand les filles vont commencer à chercher les premiers jobs, hein, c'est même pas vraiment du travail au sens d'emploi à temps plein, tout ça, mais même les jobs d'été, et encore plus presque les jobs d'été, ça va être l'interconnaissance, la notoriété de la famille, la notabilité, et le fait que on pense ah tiens, il y a un poste qui va ouvrir pendant l'été à la caisse du supermarché, je verrais bien la petite du pain, ça lui ferait peut-être du bien, elle m'a dit qu'elle cherchait du boulot, sa mère. Et donc la fille n'a même pas eu le temps de faire savoir qu'elle cherchait du boulot, que ça se sait entre parents, et que du coup, le patron du supermarché va appeler la mère de la petite Dupin, qui du coup n'a plus de prénom, hein, elle est appelée par son patronyme, pour avoir le job. Et ainsi de suite. Mais du coup, la petite Dupin, quand elle va accéder à l'emploi, si sur l'emploi, il y a des problèmes, elle ne sera pas en mesure de dénoncer ces problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez violent dans leurs propos, violent dans leurs récits, parce qu'elles peuvent se retrouver dans des situations avec des gros écarts ou des situations de violence par rapport à ce qui était proposé. Alors, je vais vous proposer 2 exemples. Un exemple avec une fille comme ça qui devait embaucher dans un camping avant l'été, et donc un contrat dans un camping, 35 heures ou 37 heures, je ne sais plus. Initialement pour être à l'accueil, finalement elle se retrouve au ménage, et puis à la fin de la saison, elle se retrouve avec 300-350 euros par mois, pour le mois. Et donc on en parle un petit peu, et puis je dis quand même, t'as bossé tous les jours, t'as bossé toutes tes heures. Oui, mais tu sais, le patron m'a dit, cette année c'était difficile, c'était hors crise sanitaire, mais cette année c'était difficile, il y avait beaucoup moins de monde, et puis il a plus de charges, l'État, machin, tout ça, bref, c'était difficile. Donc bon, c'est quand même cool, j'ai 350 euros. Et je lui dis, oui, mais en fait, toi, t'as fait toutes tes heures, et du coup, c'était ça qui était négocié au début. Elle me dit, non, normalement ça devait être un peu plus, mais bon, déjà, j'ai de l'argent, donc c'est cool. Et puis comme ça, l'année prochaine, il pourra me réembaucher. Et donc, clairement, cette fille-là, oui, si l'année prochaine, elle veut être réembauchée, il ne faut pas qu'elle raconte. Elle ne peut pas dire qu'elle a été déçue. Elle ne peut pas dire que le contrat qui n'a pas été signé, qui est un contrat oral, parce que c'est du blague et parce que tout ça, il n'a pas été respecté. Elle a de la chance, elle a de l'argent, elle a de la chance. Parmi toutes les filles qui cherchaient du boulot, elle a eu le boulot. Et elle a eu le boulot local qu'elle pouvait faire parce que les distances étaient possibles, parce que les horaires étaient compatibles et tout ça. Et donc, dans cette situation-là, où clairement, il y a de l'abus de la part du professionnel et de l'employeur, elle n'a pas d'espace pour pouvoir dire qu'elle s'est fait abuser du point de vue du contrat. Et ça va être exactement pareil en cas de violence sexuelle au travail, ou en cas de harcèlement professionnel, ou en cas de violence professionnelle, en fait. C'est-à-dire que la loyauté vis-à-vis de l'employeur est extrêmement forte dans une situation de pénurie d'emploi. Et le risque de balancer un employeur est encore hyper élevé. Alors, même si cette enquête, elle s'est passée en même temps que MeToo, MeToo, ça s'est passé beaucoup sur les médias sociaux, sur des médias sociaux plutôt d'élite intellectuelle, clairement Twitter, sur lesquels ne sont pas du tout les adolescentes, et ce sont très peu les jeunes adultes de milieux populaires, qui ne sont pas dans des circuits soit militants, soit intellectuels, soit engagés, d'une manière ou d'une autre. Et donc, elles ne vont pas accéder à MeToo de la même manière. Elles vont accéder à MeToo via, vite fait, les informations. Mais il n'y a pas eu un engouement autour de MeToo
que j'ai pu entendre dans les entretiens. Pour autant, je pense que MeToo, ça fait pas rien et que l'ensemble du contexte depuis les années 2000 de dénonciation des violences, y compris des violences conjugales et puis des violences faites aux femmes et tout ça, ça donne aussi quand même malgré tout la possibilité à ces filles-là, relativement jeunes, de dénoncer les violences dans le milieu professionnel à une sociologue qui débarque de nulle part. Et donc il y a quand même la possibilité de dénoncer ces violences sans les appeler violences, de dire quand même qu'il y a eu des écarts par rapport au deal qui était passé initialement, de dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas clean, de dire que son patron était un vieux porc, quand elle a dit déjà où est-ce qu'elle travaillait. Et du coup, cette question du vieux porc, après, c'est de travailler après l'entretien sur est-ce que là, actuellement, tu es en situation de violence et de pouvoir après refaire le maillage d'associations, d'aides. Enfin, moi, c'est pas mon boulot, hein, clairement, mais de pouvoir offrir la possibilité aux filles de dénoncer les situations de violence, y compris dans l'anonymat, mais avoir du réseau, un autre réseau. Donc voilà. Et donc voilà. Et par contre, ce qui est clair, c'est qu'après une enquête comme ça, on a la liste des mauvais employeurs sur le secteur. Et en parlant de violence, vous parlez un peu à la fin du livre aussi des violences conjugales, des hommes sur les femmes. Vous notez l'expression femme battue fait figure de repoussoir. En fait, c'est les femmes qui sont violentées chez elles par leur conjoint ou ex-conjoint. Elles ne veulent pas être associées à un statut d'éternelle victime. Est-ce que vous avez eu la sensation que, déjà que c'est tabou en général, les violences conjugales, est-ce que ça serait peut-être encore plus tabou dans les milieux que vous avez enquêtés? Alors, c'est clair que les violences conjugales, les violences faites dans le cadre du couple, alors que le couple soit établi ou pas, elles sont peu dissibles dans l'espace social, que ce soit en rural, en urbain, que ce soit chez les bourgeoises comme chez les filles de classe populaire. Enfin voilà, ça c'est un truc de tous les territoires et de tous les milieux sociaux. Hein. Et c'est de toutes les générations. C'est pas plus les jeunes que les vieilles. Voilà. Par contre, ce qu'on voit dans cette enquête, c'est effectivement l'image de la femme battue. Ça serait comme si déjà la situation serait posée et que tu ne pourrais plus sortir de ce cadre-là, de ce stigmate-là, de cette étiquette-là de femme battue. En fait, une fois que tu l'as et qu'elle te colle à la peau, tu ne peux plus t'en sortir de cette étiquette, même si tu as cassé ton couple, même si tu as divorcé et tout ça. C'est parce qu'elles connaissent des femmes battues, elles savent quelle femme a été battue éventuellement dans leur village et cette personne-là, elle, même si son couple est terminé, elle voit bien qu'on l'appelle encore comme ça, ou en tout cas, ça raconte encore cette histoire-là. Elles mettent du temps aussi à qualifier les actes comme étant des actes violents. C'est-à-dire que peut-être qu'elle se reproche aussi beaucoup de choses. Peut-être que là, j'avais un peu abusé. Peut-être que oui, mais là, c'était un contexte particulier. Il était fatigué. Moi, j'étais fatiguée aussi. Je l'ai un peu provoqué. Il avait bu de l'alcool. C'était pas normal et tout ça. Et puis derrière, on va voir le récit des autres filles du même groupe qui vont dire et qui vont rappeler l'ordre social avec les filles qui doivent tenir leur conjoint, qui doivent tenir leur couple. Et donc, là aussi, le fait de devoir tenir coûte que coûte face à l'extérieur son couple. Et donc, quelque part, ce qui va se passer dans le cadre du couple doit rester dans le cadre du couple et ne pas se savoir. Quand ça se sait, va falloir assumer que ça se sache. Alors, soit ça se sait et tu vis avec et tu dénonces et après, faut supporter le regard de tout le monde qui va faire que on va te considérer aussi comme une balance. Tu as balancé ton conjoint sur les actes qu'il a fait. Et s'il les a fait, c'est peut-être que tu as cherché. Et donc, on va renvoyer encore la responsabilité sur la victime moins que sur l'auteur. Parce que d'un coup, il n'a plus le droit de venir, parce que d'un coup, il n'a plus le droit de se rapprocher des enfants, parce que tout ça. Parce que aussi, elle aurait davantage dû le tenir si c'était un faiseur d'histoire. Donc voilà. Et puis, de l'autre côté, des filles qui préfèrent ne rien dire et attendre que ça passe en se disant que c'est une passade, c'est le couple. Oui, les couples, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a le droit de s'entendre et pas s'entendre. Et puis, avec certains partenaires qui les ont sortis d'autres situations extrêmement difficiles avec leurs parents. Et donc là, comme ça, j'ai en tête une fille qui raconte que son copain l'a sauvée, clairement, de la situation dans laquelle elle vivait. Et qu'aujourd'hui, son copain, quand il se fâche, il lui met des coups. Et donc, je lui dis, mais il est hyper violent. Et elle me dit, oui, mais bon, tu comprends, je ne peux pas le lâcher. Il m'a tellement sauvée que je ne peux pas repartir là d'où je viens. Je ne peux pas repartir chez mes parents, ce n'est pas possible. Et donc, quelque part, c'est cette fille qui va vivre chez son copain, mais en fait vivre chez les parents de son copain, va être dépendante de tout le réseau de sociabilité, de fréquentation du cercle familial de son copain, va avoir vraiment déplacé tous ses réseaux, tout son soutien. Mais du coup, si elle lâche son copain, elle perd tout, elle n'a plus de soutien dans sa famille et elle n'a plus le soutien de son copain. Et donc, au risque de se retrouver complètement toute seule, sans avoir les moyens du tout de pouvoir vivre toute seule, y compris économiquement, mais pas seulement. Donc en fait, ce réseau fort d'interconnaissance, il les bloque en un sens. Si jamais elles sont victimes de violences, ça peut vraiment les freiner dans leur départ du couple de domicile.
Oui, le réseau d'interconnaissance fort avec une société qui dit peu encore et qui laisse peu de place au récit sur les violences vécues dans le cadre du couple, et notamment du couple adolescent, il est compliqué. Il est compliqué et il ne vient pas forcément aider. Après, en off, il y a des cousines, des tantes, des mères, des voisines qui vont essayer de conseiller la fille, qui vont essayer de la sortir de là ou de lui apprendre à vivre avec, et qui vont raconter ce qui leur est arrivé. Mais ça va être socialement, on va attendre d'elles qu'elles tiennent leur couple. Mais oui, le fait de penser qu'une personne n'est pas capable d'en violenter une autre, mais il est si sympa. Oui, mais dans le cadre du couple, quand la porte se ferme, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour autant, il y a des filles qui ont réussi, qui ont quitté leur conjoint, il y a des conjoints violents, il y a des filles qui ont claqué la porte, mais à prendre le risque de se retrouver sans filet. Avec un grand risque, quoi. Merci, Yael Amsalem-Benguy, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Notre engagement, c'est de vous donner la parole. À vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République. Penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chevia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. 3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui, chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure avec notre modèle et notre manifeste a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ses relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France.